ce qui était beau dans les Gilets jaunes, c'est que les gens ont tenté. Ça s'était pas vu depuis quand? Je saurais même pas le dire. Mais les gens de différentes classes sociales se sont mis à parler. Ça, c'est un truc que le gouvernement veut pas. Ils se font chier à payer des médias pour diviser les gens entre classes sociales. Et d'un seul coup, tout le monde se fout sur un rond-point et discute. Tu vois, c'est Pas très ça, pour bien. moi, la vraie évolution. Et aujourd'hui, C'est c'est ce qu'il quand faut faire. on bypass la division par Par l'alliance, l'échange. par l'échange, par le partage, Puis il n'y a rien de mieux pour par la comprendre une reconnexion. situation que de la vivre. Il faut, il Ouais, faut, c'est il ça. faut y aller. Il faut discuter Et c'est entre vraiment vous. ça que j'ai senti qui a déjà apparu parce que je crois que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a des séances préparatoires Ouais, partout, etc. Et moi, si j'étais le exactement. pouvoir, je serais beaucoup plus Ils inquiet sont très inquiets de ça. par ça que par les mecs qui arrivent et puis qui vont Je pense que c'est pour ça qu'il y a 80 000 flics. crier dans la rue. C'est parce que Les bon, deux sont nécessaires. les deux sont nécessaires. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a 80 000 flics dans la rue demain là, et qu'il y a des hélicos, etc. C'est parce qu'il y a des réunions préparatoires et parce que les gens des services de renseignement qui ont été envoyés dans ces réunions, parce qu'on va pas se mentir, obligatoirement, il y a des gens C'est du clair. renseignement qui étaient présents. Ah mais c'est sûr. Quand j'étais au Caire pour faire la marche globale contre Gaza, les renseignements égyptiens, ils savaient les trucs avant nous. Eh oui, C'est-à-dire, ils étaient donc très présents dans tous bien les... sûr. Mais c'est normal parce que quand tu es obligé de transmettre l'information, forcément, tes canaux, ils sont relativement ouverts et transparents. Donc C'est ça. forcément, ils sont au courant. Mais là, on lit quand même dans les médias, et puis pas que dans les médias, hein, parce que bon, chacun sait un petit peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Il parle d'actions sporadiques difficiles à maîtriser. Ah ouais, tu vois, donc ils ont déjà adapté Parce le que, vocabulaire. parce que les gens se sont dit, je fous mon téléphone dans ma bagnole, je laisse mon téléphone chez moi, on va être 3 à 4 à parler dans une cave ou un garage, et au moins les 3 personnes avec qui je parle, je les connais. Et si on a décidé d'aller faire une action, peu importe, on garde ça entre nous, on n'en discute pas, et l'intérêt, il est collectif, il est pas là, on n'est pas là pour la gloire. Et ça, la police, les renseignements ont du mal à déterminer le nombre d'actions sporadiques qui peut être présentes sur le territoire demain, et surtout leur niveau d'intensité, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que ça va être des actions sur les radars tout simple, ou est-ce que d'un seul coup, il y a des fibres optiques de canaux de communication de gendarmerie, ou des fibres optiques qui permettent d'alimenter le centre de traitement automatisé des amendes de Rennes? Est-ce que ce genre de choses vont être touchées? Est-ce que des infrastructures de communication vont être touchées? Est-ce que des infrastructures d'État vont être touchées? Ils savent pas. Ou peut-être qu'ils s'en doutent, enfin sûrement ils s'en doutent, ils s'y préparent, mais ils ont pas de... À ce niveau-là, ils savent pas l'ampleur de ce qui va se passer. Et ça, c'était un conseil que j'avais donné quand j'avais fait un live concernant le 10 septembre, c'était peu importe ce que vous allez faire, si c'est légal, vous pouvez le faire publiquement, ça pose aucun problème. Si ça relève de l'illégal mais du légitime, faites ça le plus discrètement possible. C'est pas de l'incitation à la commission d'un crime ou d'un délit, puisque ça c'est du pénal et si je rentre en France, je vais me faire emmerder. Mais même si j'ai pas le droit de le dire, enfin j'aurais le droit de le dire, mais ce serait répréhensible. Même si je ne peux pas me permettre, si je veux pas de problème, de dire que je le pense fortement, j'ai le droit de le penser quand même. Que je serais très content que ce genre de choses arrive et que les choses changent radicalement très très rapidement. Manquerait plus qu'il nous élève notre capacité de penser, Mm. notre liberté de Ouais. penser. Pour l'instant, j'ai le droit de le penser, c'est pas pénal, c'est pas du pénal. Mais au-delà des documents, il y a un autre symbole beaucoup plus dérangeant, le temple. Construit au sommet de Little St. James, ce bâtiment aux couleurs criardes et au dôme doré a toujours intrigué les observateurs. Certains l'ont décrit comme un studio de musique. Mais pourquoi ces symboles? Pourquoi ce hibou? Pourquoi cette architecture quasi maçonnique? Le hibou, rappelons-le, est lié à Moloch, dieu païen, auquel on sacrifiait des enfants, le même symbole que l'on retrouve chaque année dans les rituels du Bohemian Grove, où l'élite américaine se réunit autour d'une effigie géante. Alors, était-ce un temple rituel, un lieu de culte ou un sanctuaire pour des cérémonies qui ne devaient jamais voir la lumière du jour? Une découverte apporte un éclairage glaçant. Le temple d'Epstein est une réplique quasi complète d'un ancien bain syrien situé à l'entrée de la citadelle d'Alep. Un lieu directement lié au culte de Baal, Baal divinité antique associée au sacrifice d'enfants et aux rituels sanglants. Pourquoi Epstein aurait-il reproduit ce bâtiment? Un hasard architectural ou un signe volontaire réservé aux initiés pour indiquer que l'île n'était pas seulement un lieu de débauche, mais un sanctuaire? Ce choix d'architecture n'est pas innocent. Il inscrit le scandale Epstein dans une tradition beaucoup plus sombre, celle d'un culte millénaire où le pouvoir s'acquiert par le sang et la souffrance. Un message à ceux qui savaient, un rappel que ce réseau n'est pas nouveau, mais l'héritier de cultes antiques.
La France n'est pas épargnée. Jean-Luc Brunel, complice d'Epstein, recrutait des mannequins mineurs à Paris, arrêtés puis retrouvés pendus en prison, exactement comme Jeffrey Epstein. Des noms comme Jacques Lang ont été liés au réseau via des financements. Paris était un hub, un centre névralgique du système. Alors pourquoi la France ne mène-t-elle aucune enquête sérieuse? Pourquoi ce silence assourdissant? Aux États-Unis, l'affaire devient un champ de bataille politique. Trump, interrogé, dénonce un hoax démocrate, rappelant que Gloria Allred, présente à la conférence des victimes, avait déjà manipulé des témoignages contre lui en 2016. Mais les victimes insistent. Trump n'a jamais été vu impliqué dans les abus. Alors pourquoi son nom est-il constamment mêlé à cette affaire? Pour brouiller les pistes? Pour détourner l'attention? Pendant ce temps, au Congrès, Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene promettent de lire la liste des clients d'Epstein à haute voix. Protégés par la Constitution, ils ne pourront pas être poursuivis. Un acte qui pourrait déclencher un séisme politique mondial. Les victimes parlent, les documents circulent, le Congrès s'agite, mais la vérité, la vraie, n'a pas encore éclaté. Et peut-être que le monde n'est pas prêt à l'entendre. Parce que si la liste sort, si les liens occultes sont confirmés, si l'on prouve qu'Epstein travaillait pour le renseignement, alors l'opinion mondiale pourrait basculer, la confiance dans les gouvernements, les médias, les élites s'effondreraient. Alors justement, j'allais y venir aujourd'hui. Quelles sont les relations entre le judaïsme et la République française? Ils sont très forts. Ce sont des liens très forts, au point, on en a déjà parlé, au point que Hanouka est célébré maintenant par Emmanuel Macron à l'Élysée avec le grand rabbin de France. Je l'ai dit aussi, de nombreux en ont parlé, le CRIF qui organise un dîner chaque année, donc, qui est à la fois une organisation communautaire et aussi de défense des intérêts d'un État étranger, à savoir Israël, convoque le gouvernement français tous les ans à un dîner et lui donne ses recommandations. Donc les liens entre la République française et le judaïsme politique, parce qu'il faut bien parler de ça, de judaïsme politique, on n'est pas simplement en train de parler de questions de culte, absolument pas. D'ailleurs, la République ne se mêle pas du culte juif. On est dans un judaïsme politique puisqu'on a des lobbies, un lobby juif, comme l'appelait François Mitterrand, ancien président de la République quand même, un lobby juif qui tente d'orienter la politique française dans les intérêts d'un État étranger. Excusez du peu. Donc oui. Et oui, alors, merci de rappeler qu'on est dans un judaïsme politique, parce que quand on regarde les chiffres et les statistiques, on voit bien que moins de 1% se déclarent être juifs, donc on comprend pas, en fait, toute cette place qui est faite au judaïsme au sein des institutions, au sein de la République française. Ça ne s'explique pas par la démographie, ça s'explique notamment par la puissance financière. Je rappelle que David de Rothschild est un acteur important de la communauté juive. Il a son siège loué à la synagogue des Victoires au premier rang avec son nom. Je veux dire, les liens entre les Rothschild et la communauté juive organisée ne sont pas des liens secrets, ce sont des liens tout à fait avérés. D'ailleurs, Jacques Attali était dans les années 70 le bras droit de Rothschild, je sais plus, j'ai oublié le prénom de ce Rothschild, à la tête de l'organisation juive unifiée. Bon, j'ai oublié le nom, donc c'est pas quelque chose de secret ou d'occulte. Les liens entre des personnalités influentes, richissimes de la communauté juive et le lobby juif en France, le lobby pro-israélien, juif sioniste, appelez ça comme vous voulez, est avéré. Il faut être conscient de l'importance de l'effondrement économique qui se prépare et qui est lié évidemment à la notation de la France sur le plan international, la notation de son économie qui risque de passer en A+, au lieu de AA, et qui va évidemment provoquer la fuite des investisseurs ou alors une forte montée des taux d'intérêt. Et ça, c'est annoncé d'une façon très claire dans les prophéties. Hein. Alors dites-nous. Voilà. Alors, quand plus rien n'a de prix, quand rien ne peut donner la valeur du travail, la valeur de l'argent, la valeur des denrées,
Ça, c'est une prophétie dictée par le Christ à Martine, qui est une mystique de Reims, dans Seul l'amour sauvera le 3e millénaire. Elle a écrit sous la dictée, parce qu'on peut dire que vraiment elle n'est pas du tout l'auteur. Ce sont des textes dictés par le Christ, et il annonce que la valeur du travail, la valeur de l'argent, la valeur des denrées, plus rien n'aura de prix. Priez, enfants, pour la terre en danger, pour la France en danger. Priez, enfants, priez votre Dieu. Donne l'alarme, votre Dieu lance l'alarme. Mes enfants à genoux, priez pour arrêter le mal qui avance, priez pour l'Occident. Mes enfants à genoux, priez, enfants de France, pour la terre en danger, pour la France en danger, et donc pour empêcher la guerre nucléaire. C'est clair et net. Ça, c'est donné le 16 juin 2008 dans le premier tome, Seul l'amour sauvera le 3e millénaire. Et là, le Christ nous montre en fait que la solution ne sera pas du tout politique ni économique, car quand vient le temps d'orage, il ne faut plus ni partir ni frémir. Aujourd'hui, Dieu pose l'audace de son amour en laissant faire l'orage. Il nous annonce des événements cataclysmiques sur le plan de la météo, annonçant un orage absolument inouï, un ouragan qui va balayer la Terre depuis le golfe du Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, toute l'Europe, descendre sur les Flandres et ravager donc l'Allemagne auparavant, descendre à travers la France où il ne laissera que boue et amertume, et descendra ensuite sur tout le Maghreb, remontant par l'Italie, la Yougoslavie, balayant la Russie jusqu'en Sibérie. C'est un ouragan extraordinaire qui est annoncé quand les hommes commenceront à se servir des armes atomiques. Et ça, c'est décrit en détail par Martin Malachi, le prêtre qui était secrétaire du cardinal Béat à Rome, donc dans l'intimité de Jean 23, et qui a lu le 3e secret de Fatima, dont tu parlais justement dans le livre de Pierre Jovanovic. Il y a une rémunération, il y a un tarif. Les sages-femmes et les médecins, par contre, à acte égal, gagnent la même chose. Enfin, je veux dire, la rémunération de la sécurité sociale est la même pour une sage-femme que pour un médecin. Il y a des toutes petites différences, mais c'est rien du tout. Et par contre, on ne tient pas compte de la surveillance du travail. Ce qui représente beaucoup de temps. Ce qui représente beaucoup de temps. Donc, le tarif, grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est grosso modo 350 €. On ne peut pas travailler 10 heures, 15 heures, 24 heures pour 350 €, avec la responsabilité que ça représente, le coût dans la vie personnelle. En fait, t'es astreinte tout le temps. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, on est amené, la plupart des sages-femmes sont amenées à demander des dépassements d'honoraires, et c'est sûr que voilà. Après, j'ai aussi beaucoup de sages-femmes qui savent s'adapter en fonction des familles. Ce qui au final est un peu paradoxal, parce que bon, ça coûte plus cher aux parents, certes, mais par contre, en réalité, quand on compare à ce que ça coûte à la sécurité sociale, un accouchement conventionnel, ce serait beaucoup moins cher de favoriser l'accouchement à domicile. Exactement. Et on est dans une toute autre logique. Donc, voilà. Sachant qu'en plus, avec les hôpitaux qui sont financés par la tarification à l'acte, on imagine très bien la volonté pour certains d'entre eux de favoriser certains actes. Alors, je voudrais aussi préciser, parce que ça, c'est dans l'actualité pas toute récente, mais relativement récente, la sécurité sociale et nos syndicats de sages-femmes ont négocié tout un volet sur l'accompagnement global, mais concernant l'accouchement en maison de naissance et les accouchements en plateau technique. Donc il y a eu une revalorisation du travail des sages-femmes pour ces deux cas de figure, mais il a été ôté des négociations, l'accouchement à domicile, sur demande du ministère.
Alors qu'au départ, il était prévu que ça soit discuté. Et ça aurait permis également. quoi si ça c'était resté Ça aurait permis une rémunération plus conséquente des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile et donc une diminution des dépassements d'honoraires pour les parents. D'accord, effectivement. On voit que ça avance petit à petit en tout cas, au niveau des mentalités. Voilà. Bon. Mais c'est déjà une bonne chose, j'imagine, quand tu as commencé ta carrière, ça devait être... Bon, après tu m'as dit il y a eu 2001, la fameuse loi de 2001, mais depuis 2001, tu penses que c'est un peu mieux aujourd'hui? C'est un petit peu plus simple. Au niveau de la rémunération, c'est un petit... Oui, c'est mieux qu'il y a en 2001.